Bonjour à tous, bienvenue à la 4e édition d'Agora par Auréa, une série de rendez-vous pour parler simplement de digital commerce. Aujourd'hui, on a l'immense plaisir d'accueillir Victor Dumont, qui est directeur marketing et hospitalité de Champagne Bollinger. Merci Victor d'avoir accepté l'invitation, comment vas-tu ? Bonjour Cédric, bonjour à tous. Écoute, ça va très bien, je suis ravi d'être là. Moi, je suis ravi de parler simplement de digital commerce, donc c'est très chouette. Écoute, nous aussi, du coup, le format, vous commencez à le connaître pour ceux qui nous suivent et qui sont fidèles. Donc, chaque mois, l'idée, c'est de prendre la parole autour de sujets du digital commerce, d'inviter des marques ou des acteurs incontournables sur le sujet qui viennent nous parler simplement, nous raconter, décrypter leur stratégie. Et donc, aujourd'hui, on a la chance d'avoir Victor qui représente donc Champagne Bollinger. Et on va parler de la transformation direct to consumer de Champagne Bollinger. Pour ceux qui ne me connaissent pas ou pas encore, moi je suis Cédric Massona, je suis le fondateur d'Auréa. Donc Auréa, on est une société qui est spécialisée entre une agence et un cabinet de conseil, qui est spécialisée dans le digital commerce et notamment dans l'accompagnement des marques sur leur transformation direct to consumer. Donc on a entre autres le plaisir et l'honneur de travailler avec Victor sur cette belle marque. Et donc aujourd'hui, on va vous détailler un petit peu comment ça s'est mis en œuvre. Et l'idée, c'est de vous donner aussi des petits tips pour vous inspirer pour vos business respectifs. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Vous connaissez le principe. On prendra 10 minutes à la fin pour échanger sur vos questions. Donc, allez-y dans le chat. Et puis, je vous propose qu'on commence. Donc, peut-être, Victor, tu peux commencer par te présenter rapidement et puis également présenter la maison Champagne Bollinger. Je ne sais pas si tous les auditeurs la connaissent aussi bien que toi. Donc, si tu veux commencer par là. Avec plaisir. Écoute, moi, je suis donc directeur marketing et hospitalité de Champagne Bollinger. J'ai rejoint la maison en septembre 2021. Pour vous brosser en quelques mots un peu l'histoire de cette maison, Champagne Bollinger, c'est une maison de champagne donc familiale qui appartient à la même famille depuis maintenant 200 ans, donc qui s'ancre dans le temps long. Et c'est vraiment quand on fait du marketing et de la communication, c'est une grande chance et une grande opportunité de travailler sur ce type de marque. C'est un champagne assez particulier, Bollinger, qui a un positionnement assez particulier. En champagne, on a l'habitude de se comparer un peu par rapport à la pomme, par rapport à la dégustation d'une pomme. Ça peut être effectivement un verre de champagne, ça peut être une pomme très fraîche, très acidulée. Ça, c'est tout ce qu'on va avoir autour du chardonnay. C'est des maisons de champagne qui vont travailler vraiment des cépages comme le chardonnay, qui vont être vraiment sur ces expériences-là. Puis une pomme, elle va évoluer si on la met un peu au soleil. Elle va être un peu plus texturée, un peu plus avec un peu plus de goût, et elle va évoluer en plus vers un goût compoté si on la met au fruitier. Et nous, c'est vraiment ça ce qu'on propose avec Champagne Bollinger, c'est une expérience autour du fruit et autour d'un goût. Donc on est vraiment avant tout des grands vins de champagne avant d'être des champagnes. Et traditionnellement, on est le champagne qui est plutôt apprécié par les amateurs d'œnologie et de grands vins. On est vraiment spécialisé sur un cépage qui est le pinot noir, et c'est quelque chose qui est très important pour nous. On est une maison qui se caractérise aussi par un engagement très fort de notre communauté, de nos consommateurs. On est une petite maison, mais avec un attachement, une part de cœur qui est très élevée pour nos consommateurs. On a généralement autour de nous beaucoup de passionnés. Et ça, c'est vraiment aussi une vraie opportunité quand on travaille sur une marque comme celle-là. Donc, c'est une maison qui est pleine de contrastes, avec à la fois une dimension authentique et traditionnelle forte, mais également des transformations importantes qui sont en cours sur pas mal de sujets, notamment des sujets marketing et de relations consommateurs. Parfait, merci Victor. Et alors, du coup, pour faire le lien avec le sujet du webinaire, donc quand on l'avait choisi, on parlait en fait de se reconnecter à vos consommateurs. Alors moi, la question que j'ai avant de rentrer dans le quoi, c'est pourquoi c'est si important aujourd'hui pour une marque comme la vôtre de se reconnecter à vos consommateurs? Alors déjà, je l'évoquais là à l'instant, c'est un peu dans l'ADN des maisons de luxe, et spécifiquement de Champagne Bollinger. Donc, sur le secteur du luxe et des grands vins, la connexion avec ses consommateurs, ça a toujours été au cœur du moteur, parce qu'effectivement, on a un nombre de clients, de consommateurs qui est assez limité. Et puis parce qu'effectivement, toute la relation artisanale d'orfèvre, ça fait partie un peu de l'ADN de ces maisons qui veulent vraiment avoir un lien direct avec
avec ses consommateurs. Donc, ça, c'est vraiment un premier point plutôt historique. La deuxième tendance qui est beaucoup plus récente, c'est que on le voit bien, aujourd'hui, le consommateur, il est de plus en plus engagé dans ses achats et dans la dimension transactionnelle, quelle que soit la catégorie. Ce n'est pas lié forcément au luxe, c'est qu'aujourd'hui, on a tous envie de s'engager, de mieux comprendre, d'ouvrir le capot un peu de la relation que j'ai avec les produits, avec les services que je consomme. Et les consommateurs, ils sont de plus en plus intéressés pour comprendre ce qui se passe, pour comprendre ce que revendiquent les marques et pour comprendre vraiment ce qu'il y a derrière juste un acte transactionnel. C'est très vrai en plus dans l'univers du vin où le consommateur de grand vin, il veut vraiment comprendre, il veut s'engager, il veut s'immerger vraiment dans cette culture d'une maison, dans cette culture d'un vignoble et dans tout ce qui se passe autour du développement de nos cuvées. Donc ça, c'est vraiment une vraie tendance de fond, je pense, de consommation. Après, pour moi, l'importance de cette relation direct-to-consumer, c'est que ça me permet vraiment d'augmenter en fait les interactions que j'ai avec mes consommateurs. C'est-à-dire que si je n'ai pas cette relation directe avec le consommateur, je me limite uniquement à une relation transactionnelle qui n'est pas si fréquente. Et du coup, je perds un peu le fil et je perds un peu le contact avec mes consommateurs au day-to-day. L'objectif de cette relation directe, c'est de pouvoir effectivement, entre deux achats de cuvées, entre deux achats de bouteilles, qui ne sont pas si fréquentes quand on parle de grands vins de champagne, de pouvoir entretenir la flamme et de pouvoir entretenir le lien avec d'autres choses uniquement que du transactionnel. Et ça, c'est vraiment la clé, c'est de pouvoir entretenir cette relation entre deux achats transactionnels. Et le dernier point que je vois qui est important, c'est que c'est quand même cette relation directe une opportunité quand elle est construite et quand elle est bâtie de pouvoir avoir des coûts contacts extrêmement intéressants. C'est-à-dire que l'autre option, c'est de se dire effectivement, je vais utiliser des grands plans médias, je vais utiliser effectivement des approches one-to-many assez puissantes pour effectivement garder le contact avec mes consommateurs. Mais quand on fait le compte entre effectivement ce que coûte un email ou ce que coûte une interface relationnelle à distance et ce que coûte effectivement un plan média international au coût contact, on se rend compte que c'est beaucoup plus efficace d'avoir cette relation directe, d'investir dans des outils qui sont performants et qui sont puissants pour faire passer ces messages que de passer par des approches beaucoup plus globales. Et ça, tu disais, on voit beaucoup ça dans l'univers du luxe. Toi, aujourd'hui, cette tendance au direct-to-consumer, tu la vois que pour la marque premium, comme, si je peux dire premium, comme les vôtres, ou est-ce que tu vois ça de manière un peu plus large? Non, je pense que c'est une tendance de fond, effectivement, de l'engagement et du marketing un peu consumer-centrique, quelle que soit la catégorie. C'est très vrai dans le luxe et ça l'a toujours été, je pense, encore une fois, c'est ce que je te disais, ça l'a toujours été, ça a toujours fait partie du modèle de marketing du luxe. Mais de plus en plus, quelle que soit la catégorie, on va vouloir mettre le consommateur au cœur des plans marketing et on va vouloir effectivement personnaliser de plus en plus la relation qu'on a avec le consommateur et apporter une dimension un peu servicielle juste à simplement l'approche transactionnelle. Donc, à mon avis, c'est des démarches et c'est des approches qui sont pertinentes, quelle que soit la catégorie. C'est vraiment l'idée, c'est de se dire qu'il faut que je sorte d'une approche uniquement transactionnelle et que j'intéresse mon consommateur avec d'autres choses que juste le fait de lui proposer un produit ou un service en l'intéressant à mes sujets, à mes convictions, en l'écoutant sur ce qui est important pour lui, en lui faisant vivre des expériences qui sont des expériences qu'on lui offre et qu'on lui propose pour qu'il devienne vraiment un ambassadeur. L'idée, c'est de travailler, quelle que soit la catégorie, de travailler un peu le bouche à oreille et l'advocacy en fait, des consommateurs avec cette relation directe avec eux. Oui, alors du coup, cette transformation, cette reconnexion à tes consommateurs, tu parlais de relationnel, j'entendais en creux, j'entendais le CRM. Concrètement, ça ressemble à quoi? Alors, il y a un programme qui s'appelle 1829. Est-ce que tu peux expliquer pour ceux qui sont pas encore membres du club, quelle forme ça prend et expliquer un petit peu le programme 1829, Victor? Oui, alors écoute, moi quand je suis arrivé, en fait, on partait pas de zéro. On avait on avait effectivement 10 000 membres qui étaient en basé. On travaillait avec des push emails sur lesquels on parlait que de produits. Et donc voilà, on envoyait en fait des emails à ses clients.
La transformation qu'on a faite, c'est d'abord en termes d'outils, avec effectivement une interface relationnelle unifiée et qui est vraiment structurée. C'est-à-dire qu'on a déployé une application relationnelle qui intègre toute l'expérience D2C pour Champagne Bollinger. Cette application, comme tu l'as évoqué, elle s'appelle 1829. On pourra reparler d'ailleurs pourquoi est-ce qu'on a fait le choix de le faire sur une application. Ouais. On a refondu notre site vitrine, notre site de marque, qui est en fait qui est vraiment la vitrine de l'application. Le site de marque, vraiment, c'est ce qui doit te donner envie de faire un pas de plus et d'aller télécharger l'app. Donc ça, c'est un deuxième point de travail qu'on a fait. Et ensuite, on a travaillé tout le programme relationnel en développant, en intégrant un outil CRM et en mettant en place effectivement toutes les campagnes et toutes les interactions qu'on veut avoir avec les membres du club pour, en gros, faire augmenter, on va dire, la consultation et amplifier vraiment la consultation de l'app. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on a fait. Le parti pris qu'on avait, c'était vraiment à la base d'avoir une proposition de valeur très claire sur ce club. L'idée, c'est pas simplement d'avoir une app pour avoir une app, mais c'est de se dire pourquoi est-ce qu'effectivement on le fait et qu'est-ce qu'on propose. Et dès le début, on a commencé par travailler sur c'est quoi la promesse du club. Cette promesse, elle repose sur quelques blocs bien définis. La première, c'est vraiment l'accès à du contenu exclusif. Donc, en fait, je te le disais tout à l'heure, on parlait uniquement de nos cuvées. En fait, c'était Bollinger qui parlait de Bollinger à quelques consommateurs. Là, on a vraiment amplifié très fortement le contenu qu'on propose aux membres du club avec des portraits des membres de la maison, avec des propositions de pairing gastronomique, avec des éclairages sur la catégorie champagne qui sortent un peu de ce qu'on a l'habitude de raconter. Et ça, Victor, pardon, je te coupe. Ça, c'est du contenu qui est exclusif, du coup? C'est ça. L'idée, c'est de se dire que la seule manière d'avoir accès à cette information-là, c'est d'être membre du club. Donc ça, c'est un premier point de différence, c'est de se dire, OK, si je veux comprendre cette maison, si j'ai envie, moi, je viens de consommer ma première bouteille de champagne Bollinger, j'ai envie je suis un peu en lune de miel et j'ai envie d'approfondir cette lune de miel, et ben, si je veux comprendre mieux cette maison, c'est uniquement sur le club que je vais la voir. Ça, c'est le premier bloc. Le deuxième bloc, c'est vraiment autour de l'axe expérientiel. C'est-à-dire que le club 1829, c'est la porte d'entrée pour pouvoir venir visiter la maison, pour pouvoir avoir accès à des événements exclusifs comme des dîners de gala au sein de la maison, ou alors des visites de parcelles iconiques de Champagne qui appartiennent à Champagne Bollinger. Donc vraiment, si je veux vivre quelque chose avec Champagne Bollinger, en termes d'expérience en Champagne, c'est par l'application que je vais pouvoir avoir accès à ces modules-là. Donc ça, c'est un deuxième point de différence assez fort et c'est complètement exclusif au club. Le troisième, c'est l'accès direct à des conseils, à des recommandations. Donc, c'est pas du tout un chat, parce que le chat, c'est le côté immédiat, de pouvoir avoir une réponse immédiate. Là, ce qu'on propose avec l'application, c'est un module intercom qui permet de poser une question et cette question, elle va atterrir sur le bureau de l'expert de la maison en fonction du sujet que tu as posé. Donc, si effectivement c'est une question sur la vinification, ça va aller taper à la bonne porte. Si c'est une question sur le pairing, on va peut-être s'orienter vers le chef de cave. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher l'expertise au sein de la maison grâce à cette application. Et le dernier point qui est intéressant sur ce club, ce qui le rend unique, c'est que très vite, on s'est rendu compte que ce qui faisait le plus vibrer le consommateur, malgré tout, c'est le côté transactionnel. Et là, c'était un peu une découverte, c'est-à-dire que nous, on n'était pas du tout dans une logique de vouloir faire du transactionnel dans ce club. Ce n'était pas du tout l'enjeu, puisqu'on est un business B2B et qu'on n'a pas vocation à vendre en direct. Mais en fait, très vite, on s'est rendu compte que le consommateur, il avait envie d'avoir accès à des produits exclusifs. Ça veut dire qu'on a intégré une quatrième brique dans ce programme avec la mise à disposition de cuvées très exclusives. Par exemple, on a proposé récemment 30 magnums du vin qui avait été servi pour le mariage du prince Charles et de Lady Di à l'époque. C'était un RD 73 qu'on a proposé du coup à nos consommateurs du club spécifiquement. L'idée, c'est pas de faire des grosses ventes et de devenir un e-commerçant. Hein. L'idée, c'est qu'on se rend compte que pour faire vibrer ce club et avoir un vrai avantage spécifique par rapport à d'autres programmes de fidélité, il faut avoir une approche transactionnelle. C'est ça qui donne qui crée un peu l'excitation de ce club. Et du coup, Victor, sur la partie transactionnelle, donc c'est intéressant parce que tu soulignes déjà la demande des consommateurs pour avoir accès à ce type de proposition. Après, tu dis, c'est intéressant parce que c'est pas non plus un objectif en soi de devenir e-commerçant.
comment tu es dans un business indirect où tu te reposes sur des distributeurs? Comment est-ce qu'ils réagissent tes partenaires distributeurs quand la marque Champagne Bollinger se met à faire du D2C? C'est un point super important hein, qui est toujours en cours de travail parce que la relation avec nos distributeurs, elle est stratégique pour Champagne Bollinger et du coup, il faut vraiment bien la piloter. Un replay, donc ils vont peut-être l'écouter, donc attention à ce que tu dis. Hein. En gros, les mots-clés vraiment, je pense, c'est transparence. Donc, il faut être le plus transparent possible avec tes distributeurs sur ce que tu fais. Donc, moi, j'ai toujours eu à cœur d'être très clair sur, voilà, on a proposé là récemment une cuvée parcellaire qui s'appelle Côte aux enfants Champagne qu'on a proposé sur l'app. Et donc, j'ai toujours à cœur d'anticiper ce qu'on va faire pour les mettre à bord. Le deuxième point, c'est de la pédagogie, c'est-à-dire qu'il faut leur expliquer pourquoi on fait ça. On n'a pas vocation à vouloir leur piquer des ventes, on n'a pas vocation effectivement à devenir e-commerçant. C'est pas du tout la logique du projet. La logique du projet, c'est d'avoir une relation directe avec nos consommateurs pour pouvoir leur faire bénéficier nos distributeurs de consommateurs engagés sur leur marché qui pourront être mobilisés, qui pourront être activés, notamment pour des événements sur les marchés ou qu'on pourra solliciter avec des communications lorsqu'on lancera des cuvées sur leur marché. Donc, il faut leur expliquer quel est le sens en fait de ce club et pourquoi on a besoin de faire une partie transactionnelle pour faire vibrer ce club. Donc, il y a vraiment une notion de pédagogie. Et le troisième point, il faut effectivement être clair quand même sur la stratégie, c'est-à-dire que nous, la partie transactionnelle sera toujours très limitée, c'est-à-dire qu'on reste vraiment sur des petites quantités. Je t'évoquais le nombre de bouteilles qu'on met à disposition sur l'app, c'est très limité. Et c'est des cuvées globalement qu'on ne retrouve pas sur les marchés, chez le caviste ou dans la distribution spécialisée. C'est vraiment des cuvées œnotech qui sont très spécifiques et qui du coup ne concurrencent pas du tout le business de nos distributeurs. Donc il faut être vraiment très transparent et pédagogue là-dessus. Ok, et tout à l'heure tu parlais de contenu exclusif, je reviens dessus. Je sais que vous avez fait du live shopping, donc avec des lives pour présenter certaines cuvées. Ça, est-ce que tu peux, alors on entend beaucoup, c'est beaucoup à la mode, de live shopping, etc. Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous faire ton retour d'expérience sur ce live shopping que vous avez mené justement dans l'application pour présenter vos nouvelles cuvées aux membres de votre club? C'est quoi quel accueil ça a eu et quels conseils tu pourrais donner aux marques qui nous écoutent, qui ont envie de se lancer ou qui se posent des questions autour du live shopping? Ouais, alors live shopping, je trouve que ça donne une dimension très transactionnelle à ce qu'on a fait. Moi, ce que je retiens de ce qu'on a fait, c'est qu'on a intégré une dimension expérience à une dimension transactionnelle, c'est-à-dire qu'effectivement, on proposait des cuvées exclusives, mais on a donné l'occasion aux membres du club d'échanger, de dialoguer et de découvrir à distance une cuvée avec le chef de cave, avec le responsable du vignoble, et de vivre une expérience en fait très sympa et très vivante autour de cette cuvée-là. Donc en fait, il n'y avait pas forcément un enjeu très fort de transactionnel immédiat, c'est-à-dire que c'était pas l'objectif. On a eu beaucoup de gens qui se sont connectés, on a eu un moment très sympa avec beaucoup d'interactions avec nos membres du club lors de ces séquences, lors de ces lives. Mais je pense que l'objectif, il était plus de leur faire toucher du doigt les spécificités de nos vins, de leur faire connaître effectivement des profils de la maison, de leur délivrer des messages clés sur ce qui était important autour de ces cuvées, que juste de pousser le côté transactionnel. Après, il faut être lucide, et c'est sûr qu'on a du coup beaucoup plus vendu ces cuvées quand on fait ces modules-là, quand on fait du live shopping, ça accélère significativement la vente des cuvées qu'on propose lors de ces lives. Mais encore une fois, ce qui m'intéresse, moi, quand on fait ça, c'est de proposer une expérience et de faire un peu vibrer avec une rencontre, avec des échanges, avec l'opportunité d'échanger en direct avec le responsable du vignoble de Champagne Bollinger sur les parcelles importantes de la maison. C'est ça qui est très chouette et c'est ça qui plaît. Et au final, c'est ça qui laisse une trace vraiment, et un souvenir fort pour nos membres du club. Encore une fois, l'objectif, il n'est pas de vendre plus vite mes cuvées et les cuvées œnotech qu'on propose sur l'application. L'objectif, il est de laisser un souvenir, de laisser une mémoire et d'avoir une impression forte avec cet outil-là pour transformer nos membres du club en vrais ambassadeurs qui vont pouvoir ensuite porter la bonne parole et témoigner de ce qu'ils auront perçu lors de ces moments. Donc, c'est une techno qui fonctionne super bien, qui n'est pas très complexe à mettre en œuvre. C'est vraiment assez simple à opérer.
Et ça fait vraiment la différence en termes de proximité avec la maison. Donc, c'est très positif. Ok, alors moi j'insiste je reviens sur un point, c'est le côté membership. Alors on en avait discuté quand on vous accompagnait pour mettre en place ce programme, mais la notion de membership moi je trouve est très importante aujourd'hui, en fait, pour travailler le sentiment d'appartenance, travailler l'engagement des consommateurs. Et ça c'est vrai sur un certain, enfin c'est vrai pour votre univers, mais c'est vrai également pour beaucoup d'autres marques ou typologies de catégories. Que ce soit Nike avec autour du running, que ce soit des marques plus traditionnelles avec des logiques de fidélité, mais cette notion de club et d'exclusivité, on voit l'importance que ça revêt chez vous, chez Champagne Bollinger. Et je donne une information, c'est que tu l'as pas dit, mais aujourd'hui les ventes, elles sont toutes les ventes et tout le transactionnel qui est fait dans l'application, il y a 0 média dessus. On est sur exclusivement de l'organique. Et du coup, ça confère aussi un côté assez exclusif, un côté encore plus précieux aux produits qui sont proposés. Ouais. Complètement. Et ton point, c'est sur la question que tu poses, c'est sur le membership, hein, c'est ça? Oui, exactement. Ouais, ça, c'est intéressant parce que au début, on avait une approche pas très consumer-centrique, justement, et pas très empathique vis-à-vis du consommateur. Je m'explique, c'est-à-dire que notre parti pris à la base, c'était de se dire on veut faire un club très exclusif et on veut se concentrer sur vraiment le haut de la pyramide, les consommateurs qui consomment les cuvées les plus prestigieuses et les plus exclusives de la maison. Et on veut vraiment faire entrer dans le club ces consommateurs-là. Ça se traduisait par quoi? Ça se traduisait par le fait que l'application, le club, était fermé et qu'il fallait avoir une bouteille de nos cuvées premium avec effectivement, qui intégrait, on va dire, un code. C'est-à-dire que sur ces bouteilles, on avait intégré une petite carte club et c'est ce code qui déverrouillait l'accès à l'application. Donc, c'était vraiment une logique un peu fermée. Et on s'est rendu compte en fait assez vite que certes, ça présentait le club comme étant très exclusif et ça renforçait l'envie de rejoindre le club, de le positionner de manière aussi sélective. Mais que la réalité du consommateur, en fait, c'est que quand on achète une cuvée premium, on a d'autres choses à faire que s'embaser dans un club, que de prendre sa carte et que d'aller télécharger l'app et de rentrer le code. Donc en fait, c'était pas du tout pensé pour être fluide en termes d'expérience d'embasement. Et du coup, on avait un taux d'abandon du process d'embasement qui était très fort. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de consommateurs qui, après avoir acheté leur cuvée premium, voulaient découvrir l'app, mais n'avaient plus la carte ou n'avaient plus accès à leur code. Et donc, on avait beaucoup d'abandon et ça créait beaucoup de frustration. Du coup, on a fait un choix. Non. Je voyais une question là, dans le chat que je voulais peut-être qu'on prenne maintenant. Qui était en fait comment tu mesures du coup le succès du programme, le succès de ce club au-delà des ventes. On en a parlé, les ventes c'est pas tant un indicateur en soi que tu regardes, mais c'est quoi du coup les indicateurs que tu regardes par exemple sur la brand equity ou sur d'autres qui vont te permettre de dire que tu atteins tes objectifs sur ce programme? Les objectifs du programme, ils sont doubles. Le premier, c'est un objectif quantitatif de nombre de membres du club. Donc, on a pour objectif d'atteindre 100 000 membres du club à horizon 2029. C'est un chiffre qui est assez limité. Hein. Donc, l'idée, c'est pas d'en faire un programme mondial et mass market. L'idée, c'est vraiment d'aller sélectionner les bons consommateurs qui seront pertinents pour être engagés avec nous. Ça, c'est le premier point qu'on target. C'est un bel objectif pour le bicentenaire de la maison. Exactement, c'est vraiment un objectif fort, c'est d'arriver à cet objectif-là. Et l'autre objectif, c'est d'avoir des consommateurs qui sont engagés. Donc, c'est d'avoir un taux d'engagement et un taux d'activité, c'est-à-dire que c'est des consommateurs qui vont avoir une interaction avec nous dans les 6 derniers mois qui est assez fort, c'est-à-dire qu'on veut atteindre 75% de ces membres du club qui auront un taux d'engagement à 6 mois qui est actif et qui sont dans une vraie relation et qui ne sont pas dormants. Donc ça, c'est les 2 indicateurs qu'on suit. Ce n'est pas des indicateurs transactionnels, c'est vraiment des indicateurs relationnels et c'est vraiment ça qu'on se donne comme objectif. Ok, parfait. On avait parlé quand on avait préparé le webinaire de peut-être discuter de comment tu utilises en fait
tu utilises en fait ce nouveau lien relationnel avec tes clients. Qu'est-ce que tu en fais très concrètement? Est-ce que vous faites de la co-construction? Est-ce que vous l'utilisez dans vos différents plans médias, dans vos plans CRM? Comment tu tires parti de manière, enfin, quelques exemples assez concrets de ce nouveau lien avec tes clients? De toute façon, ça c'est des choses assez, effectivement, je pense, qui concernent un peu toutes les marques qui sont engagées dans une relation D2C. C'est que ça permet effectivement de travailler la fidélité. Donc, cette relation D2C, ça permet effectivement d'engager tes consommateurs et de les fidéliser pour qu'ils soient plus proches de ta marque. Donc, ça c'est un premier lien. Moi, je travaille avec ces consommateurs pour qu'ils soient vraiment très, très proches de nous. Deuxième chose, ça permet de bien comprendre leurs attentes. Donc, nous, ça nous permet d'envoyer notamment de temps en temps des coups de sonde pour comprendre qu'est-ce qui leur plaît dans le contenu qu'on développe, ou pour leur demander effectivement sur notre site web quels sont les modules qu'ils utilisent. Donc, on peut effectivement mieux comprendre leurs attentes. Troisième point, c'est aussi une opportunité pour moi, cette relation de nourrir un peu la singularité. Tu parlais de brand equity, mais de la maison, c'est de se dire en fait, avec cette relation directe, moi, je peux travailler spécifiquement des emails ou des articles sur l'application qui vont travailler vraiment un angle spécifique de la maison, sur le côté un peu enfin le côté très très œnotech, tout ce qu'on a en cave par exemple et qu'on n'a pas forcément l'habitude de mettre en lumière dans nos communications grand public, ou peut-être mettre en avant des savoir-faire oubliés, ou le fait qu'on a un tonnelier à demeure chez nous. Donc, ça me permet en fait de prendre la parole sur des points un peu de science de la marque qui seront jamais priorisés dans une communication one-to-many globale, parce que c'est pas le cœur du réacteur de ce qu'on veut raconter, quoi. Donc, ça, c'est aussi intéressant. Et le dernier point, ça me permet aussi, cette relation directe au consumer, d'être très rapide dans la diffusion de mes messages. Quand je lance une nouvelle cuvée, par exemple, on a un plan de lancement, on a un plan média, ok, mais la diffusion de ce message via des canaux traditionnels est beaucoup plus lente que ce que je peux faire en D2C, où du jour au lendemain, j'appuie sur un bouton et j'ai 30 000 consommateurs et 30 000 ambassadeurs qui sont tout de suite exposés à mes priorités, à mon lancement. Et ça, c'est vraiment une opportunité assez forte, quoi. Donc, et pour finir, on en reparlera aussi peut-être, c'est que nous, on a des gros enjeux, des grosses ambitions sur la partie hospitality, c'est-à-dire sur la partie faire venir en Champagne des consommateurs de champagne Bollinger pour leur proposer des expériences. Depuis qu'on a le club, on a une progression très significative des visites et des ventes à la boutique chez nous, donc à AI. C'est-à-dire que c'est vraiment aussi un driver très fort pour développer l'activité œnotouristique et l'activité hospitality autour du club. Et ça, du coup, cette activité hospitality, donc là, l'enjeu, tu as un très fort enjeu d'expérience de marque, donc proposer à tes consos de vivre l'expérience Champagne Bollinger. Alors, donc la visite des caves, c'est quelque chose qui existe. Je vous encourage d'ailleurs à la faire. Elle est absolument sublime si vous aimez le champagne. Et je dis ça en toute objectivité. Mais sur l'hospitality, je sais qu'il y a pas mal de projets qui sont en cours, sans dévoiler tous les secrets. Tu peux nous dire un petit peu pourquoi vous allez dans cette direction et concrètement, qu'est-ce que vous avez entrepris? Oui, alors on parlait tout à l'heure des projets du bicentenaire. Donc il y a ce projet du consommateur, effectivement, avec ce programme et ces 100 000 consommateurs qu'on veut engager directement à l'horizon 2029 pour le bicentenaire de la maison. Il y en a un autre qui est vraiment de se doter d'une jambe supplémentaire et d'un pilier supplémentaire du mix dans la relation qu'on a avec le consommateur, qui est vraiment tout ce qui est l'hospitality, d'avoir un outil œnotourisme en ligne avec notre ambition. Donc, à horizon 2029, on est en train de se doter d'un levier fort avec une capacité hôtelière, avec un parcours visite repensé, avec un centre expérientiel et une boutique totalement retravaillée pour que vraiment on puisse accueillir en Champagne et faire vivre des expériences Bollinger qui soient en ligne avec la qualité de nos vins. C'est vraiment ça le projet. Donc, c'est des gros chantiers, c'est des gros investissements pour la maison, mais c'est complètement en ligne avec ce dont on parlait à l'instant. C'est qu'en fait, tout l'objectif derrière ce projet-là,
c'est de faire vibrer et d'interagir avec nos consommateurs autrement que par l'achat et par la vente d'une cuvée. C'est-à-dire qu'on ne veut plus juste vendre du vin à nos consommateurs, on veut devenir une marque qui fasse vibrer une audience, qui fasse vibrer ses consommateurs avec des expériences autour des grands vins de Champagne et avec vraiment des moments et des souvenirs très forts. Donc ça, c'est un gros chantier. Ce qui est intéressant, c'est que ce projet-là, il est très lié avec le sujet qu'on évoque, c'est-à-dire que pourquoi c'est essentiel aujourd'hui d'avoir cette relation directe avec ces 100 000 consommateurs à travers le monde, c'est que ça sera un des principaux vecteurs de trafic, créateurs de flux pour cette expérience touristique. On veut vraiment en fait pouvoir nourrir cet hôtel, ces restaurants, nourrir ces circuits de visite grâce à ce club, grâce à ces consommateurs qui seront effectivement exposés à ces messages et qui deviendront du coup demain des clients pour cette nouvelle activité. De la même manière, un produit touristique comme celui qu'on est en train de concevoir à horizon 2029, il nécessite une vraie technicité avec des outils en avant-séjour, en après-séjour. Donc, on doit avoir effectivement une vraie expertise CRM, on doit avoir une vraie expertise digitale pendant le séjour pour pouvoir effectivement apporter des services pendant le séjour à nos hôtes, à nos invités. Et donc, ça nécessite aussi de se muscler et d'être très à l'aise sur ces outils et sur ces approches-là. Donc, en fait, c'est pour ça que moi, d'ailleurs, mon périmètre, il est vraiment hospitality et, on va dire, digital marketing, parce que, en fait, ces sujets-là sont très liés et on les construit, en fait, ensemble et en même temps. Alors, du coup, on a une question dans le chat comment est-ce qu'on devient membre du club? Alors, je ne sais pas si c'est quand tu as parlé d'hospitality que c'est apparu, mais comment est-ce qu'on devient membre du club aujourd'hui? Est-ce que, par exemple, n'importe qui peut s'inscrire? Ceux qui nous écoutent peuvent s'inscrire? Comment ça fonctionne? Alors, hier c'est ce que je racontais tout à l'heure, c'était assez compliqué, c'est-à-dire qu'il fallait acheter une cuvée premium qu'on trouve effectivement chez les meilleurs cavistes en France ou ailleurs. Et au sein de cette cuvée, on avait une carte club avec un code qui permettait de rentrer dans le club. Ça, c'était effectivement une approche assez fermée et du coup, pas mal d'enjeux. Demain, on va entrouvrir un peu plus la porte. L'idée, c'est de se dire qu'on ne veut pas qu'effectivement le club soit complètement ouvert, mais on va avoir effectivement une approche en termes de campagne. C'est-à-dire qu'on va commencer à identifier des comportements qui sont des comportements intéressants et pertinents pour le club. Typiquement, on va regarder sur les carrefours d'audience autour du vin, sur Vivino par exemple, quand un consommateur va scanner une bouteille premium Bollinger, on va le retargeter et on va lui envoyer un code campagne, pas forcément un code QV, qui va lui permettre de déverrouiller l'app parce qu'on considère que ce signal-là, c'est un signal intéressant pour rentrer dans le club. On va également, sur nos réseaux sociaux, aller chercher les consommateurs qui sont les plus engagés sur notre plateforme sociale ou qui participent le plus et leur pousser encore une fois un code campagne qu'on pourra traquer qui va permettre de déverrouiller le club. Donc l'idée, c'est demain, c'est plus forcément simplement d'être dans une logique d'achat de cuvée, mais de se dire qu'on va identifier les comportements qui démontrent un intérêt fort pour le club auprès de nos consommateurs et on va leur pousser ce code qui va permettre de déverrouiller déverrouiller l'app. Et pour finir, pour ceux qui nous écoutent, pour ceux qui sont des fanats de la marque, et il y en a peut-être, on a également des modules sur le site web qui ont été développés qui permettent effectivement d'exprimer un peu l'envie et l'ambition de rentrer sur le club avec un certain nombre de questions, un certain nombre de petits quiz assez sympas et qui permettent de débloquer l'accès au club. Donc l'idée, c'est vraiment de conserver ce côté sélectif du club, mais d'entrouvrir un peu la porte pour être pas simplement dépendant de la carte qu'on intègre dans les cuvées premium. Parfait. Je vois l'heure qui tourne. On a pas mal de questions dans le chat et qu'on avait eu également sur LinkedIn et même par SMS. Alors, on a une question. Alors, je ne sais pas si c'est les équipes ou si c'est des gens bienveillants qui demandent quelle a été la plus-value de l'accompagnement d'Auréa sur les projets. Peut-être juste avant que tu répondes à la question, moi j'ai peut-être même pas trop parler de nous, mais juste peut-être rappeler ce qu'on a fait. Je peux prendre cette partie-là et puis je te laisserai nous dire les plus ou moins values d'Auréa. Nous, on est intervenu assez tôt aux côtés de Victor et des équipes en fait pour mettre en place cette stratégie direct to consumer, donc dans la conception de la stratégie et puis ensuite dans l'exécution. Donc l'exécution, elle passe par la création d'une application 1829 qu'on a menée, la création de contenu qu'on mène
qu'on mène aujourd'hui également sur ces sujets-là, qui viennent nourrir l'application. On a, Victor parlait également du site Champagne Bollinger, en fait, qui a qui a un point de contact super important pour rediriger tant vers 1829 que également vers des sites de retailers ou des cavistes pour acheter des produits. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on est également intervenu. Et puis on a quelques autres sujets encore avec Champagne Bollinger. Donc on a vraiment nous accompagné cette transformation. Et peut-être que tu peux, Victor, parler du sujet d'organisation et comment est-ce qu'on a travaillé avec vous. Je pense que c'est ça peut-être qui est plus intéressant. Ouais, moi, effectivement, au-delà d'Auréa, ce qui est important pour moi en tant que quand on est sur ces sujets de transfo un peu digital marketing, c'est d'avoir un partenaire qui soit capable d'alterner à la fois reco strat et exécution opérationnelle. Donc ça, c'est vraiment il ne faut pas avoir un partenaire qui soit le partenaire qui va concevoir, qui va dessiner le schéma et ensuite aller chercher ailleurs le partenaire qui va l'exécuter. Ce qui est bien, c'est d'avoir une agence qui fasse les deux. Et ça, c'était vraiment un point sur lequel moi, j'étais assez vigilant. Et le deuxième point, c'est le point d'orga que tu évoques, c'est que quand on est une petite marque, une petite équipe, nous, on n'a pas vocation à recruter beaucoup de monde. L'objectif, c'est d'avoir une structure qui est en capacité de prendre une partie de la charge et de consacrer et de dédier une partie ressources à l'exécution. Donc, nous, ça nous permet, dans la collaboration qu'on a aujourd'hui notamment, effectivement, d'outsourcer une grosse partie de la charge de travail autour de cette transformation chez notre partenaire, sans avoir à internaliser des expertises trop pointues. Ça, c'est très précieux aussi pour nous d'avoir cette souplesse et d'avoir effectivement cette capacité à garder la maîtrise et le contrôle de la transformation chez nous, avec effectivement des profils qui sont des profils généralistes de digital marketing, de CRM, mais d'avoir effectivement des experts qui sont dédiés à la marque et qui sont positionnés plutôt chez le partenaire pour piloter cette transformation-là. Ok, bien merci, j'en profite pour ces mots. Je regarde les questions qu'on a les autres questions qu'on a dans le chat. Est-ce qu'il a été difficile de récupérer, Victor, des budgets du mass marketing, donc je pense du média, vers le CRM pour mener cette transfo relationnelle? C'est un sujet parce qu'effectivement, il faut être très clair avec l'organisation. Donc moi, c'était le cas avec le comité de direction de Champagne Bollinger. C'était le cas dans le plan strat. Il y avait vraiment cette volonté de faire un switch et de passer d'un marketing B2B à un marketing vraiment très B2C et très orienté consommateur. Donc, il faut que ça soit écrit, il faut que les choses soient claires, il faut que le mandat soit écrit parce qu'en fait, il y a une pesanteur après très forte. Moi, je me fais souvent rattraper en disant, mais attends, notre business, il est aujourd'hui à 98% B2B, on passe beaucoup de temps sur cette transformation B2C. Donc, il faut vraiment être bien clair et avoir un mandat très clair sur le fait qu'on investit dans cette relation, on investit dans cette transformation parce que c'est quelque chose de stratégique pour la maison, qu'il y a des enjeux qui sont autres qui à horizon 2029, seront là. Et c'est vrai que d'un point de vue run et opérationnel, on est souvent confronté au fait que ça provoque des questions et des débats. De faire ces choix-là. Donc, moi, globalement, j'ai la chance d'être dans une structure qui est convaincue par l'importance de cette transformation, mais c'est important de l'écrire et d'être bien clair sur la priorisation. Alors, je regarde ce qu'on a. Alors moi, je m'en ai été noté une pour la fin, une question personnelle. C'est quoi la bouteille préférée de James Bond, Victor? Parce qu'on la voit souvent dans les films. Je me suis refait les derniers James Bond avec Daniel Craig et j'ai vu un certain nombre de bouteilles de champagne Bollinger. C'est quoi la cuvée préférée? Raconte-nous une anecdote si tu peux là-dessus. Non, c'est une question. Il faudrait poser des questions à James Bond pour effectivement savoir quelle est sa cuvée préférée. Mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, dans tous les films, tu vois bien qu'il y a une cuvée qui est généralement mise à l'honneur. Et qui est plutôt une cuvée premium. Hein, donc, dans les films, c'est généralement la grande année qui est plutôt mise en avant, ou RD, qui sont nos cuvées les plus prestigieuses et les plus exclusives. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a depuis maintenant, effectivement, presque plusieurs dizaines d'années, il y a vraiment un attachement très fort entre le personnage de Ian Fleming, entre James Bond, entre les films
et Champagne Bollinger, qui est vraiment considéré comme le champagne de 007. Donc ça, c'est vrai que c'est une histoire qui dure et qui est une vraie opportunité pour nous de faire vibrer un peu nos consommateurs sur cette association, sur ce personnage qui représente vachement bien en fait Champagne Bollinger. Le côté un peu brutal, le côté un peu wheat, très british, c'est vraiment une super association et une super opportunité pour Champagne Bollinger. Donc vous avez entendu, hein, si vous voulez être membre d'un club auquel Daniel Craig participe de près ou de loin, c'est l'occasion rêvée. Il nous reste quelques minutes, Victor. Moi, je voulais te demander si tu avais quelques conseils à donner aux marques qui nous écoutent, qui se posent des questions sur leur transfo D2C ou qui sont soit qui ont déjà initié, soit qui sont en cours. Qu'est-ce que tu as envie de partager ou des retours d'expérience pour nos auditeurs? Écoute, le premier point, moi, je pense que c'est central. Hein. C'est ce que je disais, c'est que c'est essentiel. Moi, c'est vraiment une conviction assez personnelle pour le coup, c'est-à-dire que il est impératif d'intégrer du marketing un peu consumer-centrique et quel que soit le business, d'intégrer cette dimension relationnelle avec ses consommateurs au cœur des plans marketing, parce que de plus en plus, on va sortir d'une logique purement fonctionnelle et rationnelle et d'un push produit à, en fin de compte, des relations. Donc moi, je suis convaincu du fait que c'est essentiel. Le deuxième point, je pense, c'est l'aspect pédagogique. C'est que quand on est un marketeur dans une organisation, il faut réussir à embarquer un comité de direction, il faut réussir à embarquer une organisation dans cette transformation-là. Et donc, c'est d'expliquer pourquoi on fait. Donc, il faut être très clair sur les bénéfices qu'on va aller chercher. Et c'est pour ça que tout à l'heure, moi, je parlais de coût contact. Ne pas hésiter à être très concret en montrant, voilà ce que ça me coûte en coût contact quand je fais un plan média versus quand j'ai acquis une base d'emails ou quand j'ai fidélisé des consommateurs sur une app, voilà ce que ça me coûte de diffuser le message. Il faut être super rationnel et en fait, c'est un peu une histoire de bon sens. C'est-à-dire que cette transformation, on ne la fait pas parce que c'est des grands partis pris et parce que c'est stratégique. On l'a fait parce que c'est moins cher après pour activer nos communautés. Donc ça, c'est vraiment le deuxième point, c'est d'être très concret et d'expliquer pourquoi on le fait. Et le troisième point qui me semble vraiment clé, c'est comment on fait cette transformation-là et comment on lotit un peu et comment on se met en mouvement sur ces sujets. Je pense que la priorité, c'est de bien définir qu'est-ce que je propose. En gros, si je ne suis pas capable de dire pourquoi est-ce que ma relation avec le consommateur, elle va être unique et pourquoi est-ce que je vais avoir quelque chose de très spécifique, si je ne suis pas capable d'avoir un point de différence par rapport à ce que je propose par ailleurs, il ne faut pas le faire. Il est impératif de vraiment être capable d'exprimer clairement pourquoi cette relation, elle est spécifique et elle est vraiment unique et pourquoi on est incomparable avec cette relation-là. Donc, il faut vraiment travailler sur la proposition de valeur et sur ce que va permettre cette relation et sur ce que je vais proposer dans ce club ou dans cette relation directe avec les consommateurs pour se dire, si jamais je n'ai pas un point de différence majeur, ça ne vaut pas le coup. Il ne faut pas se lancer, il faut continuer à travailler en chambre sur ce que je veux raconter avant de se lancer dans la transformation. Ok, super. Un grand merci, Victor. Il y a une dernière question qui nous avait été posée en amont du webinaire à propos du fait que vous soyez fournisseur officiel de la cour. Comment on devient fournisseur officiel de la cour? Comment est-ce qu'on obtient ce Royal Warrant? C'est quoi? C'est quelque chose d'historique? Ouais, alors c'est amusant. Comment on devient, j'aurais du mal à te répondre puisque ça date de la reine Victoria, donc ça date de 1880, donc j'étais pas là. Mais effectivement, ça s'inscrit dans le temps long. C'est une relation qui dure, qui dure depuis effectivement très longtemps. Et c'est une grande fierté pour les équipes d'être reconnu comme le fournisseur officiel de la famille royale. Le roi Charles, il aime le Bollinger aussi Et en tout cas, il est venu nous rendre visite à l'époque pour le 100e anniversaire de l'attribution du Royal Warrant. Donc, il connaît bien la maison. Comme je te le disais tout à l'heure, c'est du champagne Bollinger qui avait été servi à son mariage avec les Didi. Donc, c'est sûr qu'on a une relation très humaine et très simple et très directe avec la famille royale. On est super fiers. C'est vraiment un point de fierté pour l'ensemble des équipes.
Et c'est aussi, ça participe effectivement à la brand equity de la marque, puisque ça nous positionne vraiment en termes d'exclusivité et en termes d'ancrage britannique sur un territoire hyper intéressant en termes de communication. Donc, c'est un vrai point de fierté. Ouais. Super. Victor, un grand merci pour ton temps, tes partages d'expérience et de points de vue. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a inspiré. Le replay sera disponible donc sur le site d'Auréa et sur tous les réseaux qui vont bien. Et puis si vous avez envie de discuter avec nous au sujet de transformation D2C, ben, n'hésitez pas. Vous connaissez qui on est, où on est, donc prenez contact. On se fera un plaisir d'en discuter avec vous. Victor, merci infiniment et très bonne journée à toutes et à tous. Au revoir. Merci Cédric. Au revoir.